Bienvenue dans la ville de Hempstead, à New York. Prenez place dans le tribunal de district du comté de Nassau pour assister à la mise en accusation de cette Karen maniaque de 53 ans qui perturbe la paix de la salle d'audience. Kimberly Kessler a été reconnue coupable du meurtre de sa collègue du salon de coiffure de Fernandina Beach, Jolene Cummings. Kimberly Kessler a été inculpée de meurtre au premier degré et de volume qualifié d'automobile. C'est en mai 2018 que Jolene Cummings, une mère de 3 enfants âgés de 34 ans, a disparu dans des circonstances déconcertantes. Jolene était un membre bien-aimé de la communauté du comté de Nassau, connu pour son sourire chaleureux et son bon cœur. Personne ne se doutait que sa vie prendrait un tournant sombre et tragique. La dernière personne à avoir vu Jolene vivante est sa collègue de travail, Kimberly Kessler. Kessler, une femme de 53 ans, ayant l'habitude d'utiliser plusieurs pseudonymes, travaillait aux côtés de Jolene dans un salon de coiffure. Leur relation professionnelle semblait ordinaire, mais derrière les portes closes, un sinistre complot se tramait. Les images de surveillance révéleront plus tard un moment crucial dans la chronologie des événements. On y voit Kessler abandonner la Ford Explorer de Jolene sur le parking d'un magasin Home Depot. La vue du véhicule abandonné a immédiatement éveillé les soupçons quant à l'implication de Kessler dans la disparition de Jolene. Au fur et à mesure que l'enquête s'intensifiait, les autorités ont découvert des preuves troublantes qui indiquaient une lutte dans le salon de coiffure où Jolene et Kessler travaillaient. Des taches de sang correspondant à l'ADN de Jolene ont été trouvées sur les ciseaux et les bottes de Kessler, dressant le sombre tableau d'une violente altercation. Le salon, autrefois tranquille, était devenu une scène de crime, brisant l'illusion de sécurité. Mais les révélations choquantes ne s'arrêtent pas là. On a découvert que Kessler avait acheté une série d'objets qui ont donné des frissons aux enquêteurs. Un couteau à découper électrique, des colliers de serrage et des sacs poubelles figurent parmi les achats effrayants effectués par Madame Kessler. Il est apparu clairement qu'elle avait méticuleusement planifié le nettoyage de la scène de crime et l'élimination de tout élément de preuve. Au fur et à mesure que les pièces du puzzle s'assemblaient, la véritable identité de Kessler commençait à se dévoiler. On a découvert qu'elle utilisait plusieurs pseudonymes depuis 1996, ce qui a soulevé des questions sur son passé et son implication potentielle dans d'autres crimes. La toile de tromperie qu'elle avait tissée n'a fait qu'ajouter à l'intrigue entourant l'affaire. Tout au long de la procédure judiciaire, Madame Kessler a provoqué des perturbations et le chaos, compliquant encore une enquête déjà complexe. Son comportement perturbateur et les changements constants dans son équipe de défense ont créé une atmosphère d'incertitude et de frustration. La salle d'audience est devenue un champ de bataille, les emportements et les fausses affirmations de Madame Kessler éclipsant la recherche de la justice. Voici un exemple de l'une de ces nombreuses tirades. Malgré les tentatives de la défense de plaider l'absence de préméditation, l'accusation a présenté un dossier convaincant. Ils ont présenté l'historique des recherches effectuées par Madame Kessler sur Internet, révélant un aperçu troublant de l'état d'esprit dans lequel elle s'est trouvée avant le crime. Les preuves ont permis de dresser le portrait effrayant d'une tueuse calculatrice et de sang-froid. Le décor était donc planté pour le procès qui allait déterminer le sort de Kessler. La salle d'audience est remplie d'impatience alors que le jury écoute les détails déchirants de la disparition de Jolene et les preuves qui s'accumulent contre Kessler. Le poids de la vérité pesait lourd dans l'air, tandis que la communauté retenait son souffle, attendant que justice soit rendue. Le procès de Kimberly Kessler était un événement très attendu, la communauté cherchant à obtenir des réponses et à tourner la page sur la disparition de Jolene Cummings. Cependant, dès le début, il est apparu clairement qu'il ne s'agirait pas d'un procès ordinaire. Madame Kessler, connue pour son comportement perturbateur, n'a pas assisté à une seule journée de son procès pour meurtre. Elle avait été amenée dans la salle d'audience en criant de fausses affirmations selon lesquelles un ancien membre de son équipe de défense était lié à M. Cummings. Ces accès de colère et ces tentatives de faire dérailler la procédure ont ouvert la voie à un procès tendu et imprévisible. Jordan Beard est le cousin de Jolene Cummings. Afin de garantir un procès équitable, Madame Kessler a été retirée de la salle d'audience et placée dans une pièce séparée où elle pouvait suivre les débats. La possibilité de revenir dans la salle d'audience lui a été laissée, si elle le souhaitait. La salle d'audience bourdonnait d'impatience alors que l'accusation se préparait à présenter son dossier. L'accusation n'a pas perdu de temps pour présenter les preuves de la culpabilité de Kessler. Ils ont présenté les images de surveillance montrant Kessler abandonnant la Ford Explorer de Jolene, ne laissant aucun doute sur son implication dans la disparition. L'image glaçante du véhicule abandonné est restée dans l'esprit du jury, donnant le ton de ceux qui allaient suivre. Les objets tachés de sang trouvés en possession de Kessler ont également été présentés comme des preuves cruciales. Les ciseaux et les bottes, tachés du sang de Jolene, étaient un rappel obsédant de la lutte qui avait eu lieu au salon de coiffure. Le jury n'a pas pu échapper à la triste réalité. Jolene a connu une fin violente.
Mais l'accusation ne s'est pas appuyée uniquement sur des preuves matérielles. Ils ont fouillé dans l'historique des recherches de Kessler sur Internet, révélant un comportement inquiétant qui a précédé le crime. Les recherches sur les méthodes de nettoyage des scènes de crime, d'élimination des corps et de création de fausses identités ont dressé un tableau effrayant de la préméditation. Je crois savoir qu'il existe des preuves dans le dossier que l'accusé a fait une recherche sur Internet avant même d'être arrêté. Au cours du procès, la défense a tenté de mettre en doute l'intention de Kessler. Elle a fait valoir que le crime n'était pas prémédité, suggérant qu'il était le résultat d'une impulsion soudaine et incontrôlable. Cependant, l'accusation a répliqué avec un dossier solide, présentant une chronologie des événements qui indique un plan calculé. La tension régnait dans la salle d'audience, alors que l'accusation appelait des témoins à la barre. Des amis, des membres de la famille et des collègues de Jolene Cummings ont partagé leurs souvenirs d'elle, brossant un tableau vivant de la femme dynamique qu'elle était autrefois. Leurs témoignages émouvants ont trouvé un écho auprès du jury, leur rappelant la perte dévastatrice subie par les proches de Jolene. Tout au long du procès, le comportement perturbateur de Mme Kessler s'est poursuivi, entraînant de nouveaux retards et de nouvelles perturbations. Ces changements constants d'avocats de la défense ont ajouté au chaos, laissant la salle d'audience dans un état d'incertitude. Mais l'accusation est restée inébranlable, déterminée à rendre justice à Jolene et à sa famille. Alors que le procès touchait à sa fin, l'accusation a prononcé un réquisitoire percutant. Elle a rappelé au jury les preuves accablantes qui pèsent sur Mme Kessler, l'exhortant à rendre un verdict qui la tienne pour responsable de ces crimes odieux. Le poids de la vérité pesait lourd dans l'air lorsque le jury s'est retiré pour délibérer. Après des heures de délibération, le jury a rendu son verdict. La tension dans la salle d'audience était palpable lorsque le président s'est levé pour prononcer le verdict. Coupable. Le mot résonne dans la salle, apportant un mélange de soulagement et de tristesse. La justice a été rendue, mais la douleur de la perte de Jolene demeure. Le procès terminé, l'attention s'est portée sur l'audience de détermination de la peine. La mère de Jolene, Ann Johnson, a fait une déclaration déchirante sur l'impact du meurtre de sa fille sur sa vie. La salle d'audience était remplie d'émotions lorsque Mme Johnson a parlé du cauchemar sans fin qu'ils ont été forcés d'endurer. Nous souffrons du plus grand des cauchemars, le meurtre d'une belle âme qui nous a été enlevée. La seule chose qui nous maintient ensemble, c'est la foi. Enfin, le juge a prononcé la sentence. Kimberly Kessler a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre de Jolene Cummings. La salle d'audience a été envahie par un mélange d'émotions alors que le poids du verdict se faisait sentir. Le shérif du comté de Nassau, Bill Leeper, a déclaré, après que le juge James Daniel eut officialisé la peine obligatoire prononcée à l'encontre de Mme Kessler, que le départ de cette dernière marquait le début d'une célébration pour ses adjoints. Nous allons célébrer son retour à la maison, car sa nouvelle maison, pour le reste de sa vie, jusqu'à son dernier souffle, sera la prison d'État de Floride, a déclaré Bill Leeper, shérif du comté de Nassau. A déclaré M. Leeper. Au cours des dernières semaines, elle a tenté de mettre fin à ses jours, sans succès, mais nous voulions la garder en sécurité dans notre prison pour pouvoir nous en débarrasser et la confier à l'État afin qu'il s'occupe d'elle maintenant. Même en prison, personne ne peut échapper à la fureur de Karen. Selon les autorités, Mme Kessler a agressé des agents pénitentiaires avec des excréments et a refusé de s'alimenter pendant près de 2 mois au cours d'une grève de la faim. M. Leeper a déclaré que les coûts supportés par les contribuables du comté de Nassau pour la garde de Mme Kessler depuis son arrestation, il y a plus de 3 ans et demi, ont été stupéfiants. Selon l'administration pénitentiaire de Floride, le centre d'accueil d'Ocala, où Mme Kessler a été emmenée, accueille environ 1200 détenus. Le centre offre également des services de santé mentale, d'éducation et des programmes d'aumônerie. Bienvenue dans la ville de Miami, où Penelope Soto, 18 ans, va audacieusement et véhémentement manquer de respect au juge. Avant son arrivée, elle avait déjà été inculpée de possession d'une substance illicite. Tout a commencé par une journée apparemment ordinaire dans le comté de Miami-Dade, où Penelope Soto, 18 ans, s'est retrouvée accusée de possession de drogue. Elle était loin de se douter que ses démêlés avec la justice prendraient bientôt une tournure dramatique. Lorsque Penelope Soto est entrée dans la salle d'audience, elle s'est sentie mal à l'aise. Le poids de la situation pèse lourd dans l'air, mais elle semble imperturbable, affichant une attitude nonchalante qui va bientôt s'avérer être sa perte. Penelope Soto, vous êtes accusée de possession de Xanax et de BARS. Je ne sais pas ce que c'est. Xanax, barre de Xanax, des barres de Xanax. Tout a commencé à se gâter lorsque les procureurs ont commencé à lui poser des questions. Mademoiselle Soto, travaillez-vous? Oui. Combien gagnez-vous par semaine environ? Environ $200 par semaine. D'accord. Et possédez-vous des biens immobiliers, une maison, une voiture?
Un compte en banque ou une quantité importante de bijoux? Oui. Que possédez-vous? Je possède beaucoup de bijoux, d'accord, ainsi que, allez-y, une voiture. La réponse de Soto, prononcée avec une pointe d'arrogance, attire immédiatement l'attention du juge Rodriguez Choma. Il jette un coup d'œil par-dessus ses lunettes, étudie l'attitude de la jeune femme et décide d'approfondir la question. D'après vous, combien valent vos bijoux? Vous savez que ce n'est pas une blague. Nous ne sommes pas dans un club. Les sourcils du juge se froncent, visiblement décontenancé par l'attitude dédaigneuse de Soto. Il sait qu'il doit affirmer son autorité et lui faire comprendre la gravité des faits qui lui sont reprochés. Le sourire de Soto s'estompa légèrement lorsqu'elle réalisa que le juge n'était pas amusé par son comportement nonchalant. Vous pouvez aller vendre vos bijoux à un avocat privé. Le premier chef d'accusation serait de 5 000 $. Le deuxième chef d'accusation serait ROR. La salle d'audience se tait. La tension est palpable. L'audace de Soto suscite la désapprobation du juge, qui se montre de plus en plus frustré par son manque de respect. Alors que l'audience se poursuit, le comportement irrespectueux de Soto reste dans l'air, jetant une ombre sur la procédure. Elle était loin de se douter que ces actes auraient des conséquences désastreuses et qu'ils entraîneraient une tournure choquante des événements qui la laisseraient sans voix. Dès que Pénélope a quitté la barre, le juge l'a rappelé. « Bye bye, adios. Revenez, madame, revenez, revenez. » Le premier chef d'accusation s'élève à 10 000 $. Pénélope n'en croit pas ses yeux. « Vous êtes sérieux? » « Je suis sérieux. »« Adios. » Elle quitte la barre une fois de plus, mais cette Karen ne sait pas quand abandonner. Elle fait un doigt d'honneur au juge et lui dit d'aller se faire foutre. Le juge la rappelle immédiatement. « Faites-la revenir. »« Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je vous ai entendu dire de... »« Oui, je l'ai entendu. Je ne vais pas nier, je te crois. As-tu dit merde? Vous avez dit ça? »« Oui, monsieur, je l'ai dit. Je ne vais pas mentir. »« Oh, vous avez dit ça? Je vous déclare coupable d'outrage criminel direct. 30 jours dans la prison du comté. Et juste comme ça, Pénélope Soto a une amende de 10 000 $ ainsi que 30 jours de prison. Nous sommes au tribunal supérieur du comté du Nord pour la condamnation de Diana Lovejoy, 44 ans. Au cours des 12 derniers mois, Diana et son mari Greg Mulvihill se sont livrés à une série de batailles juridiques qui, de toute évidence, ne se terminent jamais bien pour au moins l'une des parties. Pour Diana Lovejoy, le seul moyen de s'en sortir était d'engager un ancien marine américain pour assassiner son mari. Heureusement pour son mari, cette tentative d'assassinat a échoué et elle a été inculpée de tentative de meurtre. Diana Lovejoy. Notre histoire commence à Carlsbad, une ville côtière apparemment paisible de Californie. Diana Lovejoy, une femme prise au milieu d'un divorce amer et d'une bataille pour la garde des enfants, se retrouve rongée par la colère et le désespoir. Son ex-mari, Gregory Mulvihill, est la cible de son profond ressentiment. La relation entre Madame Lovejoy et Monsieur Mulvihill s'était détériorée au point qu'ils ne pouvaient plus s'entendre. Le couple avait un jeune fils, et la bataille pour la garde était devenue une guerre juridique contentieuse et coûteuse. Lovejoy était déterminé à obtenir la garde complète, tandis que Mulvihill se battait pour maintenir ses droits en tant que père. Au fur et à mesure que la bataille juridique faisait rage, le désespoir de Madame Lovejoy grandissait. Elle avait l'impression que le système lui était défavorable et elle pensait que des mesures drastiques étaient nécessaires pour obtenir gain de cause. Dans ces moments les plus sombres, elle s'est tournée vers un allié inattendu. Son instructeur d'armes à feu, Weldon McDavid Jr. McDavid, vétéran de la marine américaine et tireur d'élite entraîné, est devenu une partie intégrante du plan de Madame Lovejoy. Elle l'a engagé non seulement pour lui enseigner le maniement des armes à feu, mais aussi pour installer un système de sécurité à son domicile. Personne ne se doutait que cet arrangement apparemment innocent déboucherait sur un crime horrible. Lovejoy et McDavid ont commencé à mettre au point un complot tordu pour éliminer l'obstacle qui se dressait sur le chemin de Lovejoy. Gregory Mulvihill. Ils ont méticuleusement préparé un leurre pour attirer Mulvihill sur une route d'accès isolée de l'Avenida Soledad, un endroit où leurs sinistres intentions allaient se concrétiser. Lovejoy savait que Mulvihill serait intéressé par tous les documents relatifs à l'affaire de la garde des enfants. Exploitant cette connaissance, elle et McDavid ont concocté un plan pour lui offrir des documents qu'il voudrait voir. Ce piège allait changer à jamais la vie des personnes impliquées. En ce jour fatidique de septembre 2016, Mulvihill, inconscient du danger qui l'attendait, est arrivé à la route d'accès isolée. Lovejoy et McDavid étaient à l'affût, prêts à exécuter leur sinistre plan. Alors que Mulvihill s'approchait, il était loin de se douter que sa vie était sur le point d'être brisée d'une manière inimaginable. Les événements qui suivirent furent tout simplement horribles. Lovejoy et McDavid ont tendu une embuscade à Mulvihill, et c'est McDavid qui a tiré le coup de feu fatal. Le bruit du coup de feu a résonné dans l'air, changeant à jamais la vie des personnes impliquées et provoquant une onde de choc au sein de la communauté. Au début du procès,
La tension et l'impatience règnent dans la salle d'audience. Diana Lovejoy, la femme accusée d'avoir orchestré le complot, est assise, anxieuse, attendant son sort. L'accusation a présenté un dossier convaincant, mettant en évidence les preuves contre Lovejoy et McDavid. L'équipe de défense de Madame Lovejoy s'est battue vigoureusement, tentant de jeter le doute sur les arguments de l'accusation. Elle a fait valoir que Madame Lovejoy était une victime des circonstances, prise dans un engrenage de mensonges et de manipulations. Madame Lovejoy a elle-même témoigné à la barre, proclamant en larmes son innocence et exprimant son amour pour son fils. Le plaidoyer émouvant de Madame Lovejoy a trouvé un écho chez certains, tandis que d'autres sont restés sceptiques. La salle d'audience était divisée, les partisans de Madame Lovejoy et de Monsieur Mulvihill étant présents. La tension dans la salle est palpable, alors que le procès atteint son apogée. C'est alors que Weldon McDavid Jr., l'instructeur en maniement des armes à feu de Lovejoy et co-conspirateur, a été appelé à la barre. McDavid, un tireur d'élite entraîné, a contesté plusieurs témoignages et a exprimé l'espoir que le verdict soit rectifié en appel. Il a nié avec véhémence toute intention de tuer Mulvihill, affirmant qu'il s'agissait d'une erreur de visée. Alors que le procès touche à sa fin, la tension atteint son paroxysme. Le greffier commence à lire le verdict du jury et la salle devient silencieuse. Lovejoy, visiblement anxieuse, attend son sort. Le premier verdict de culpabilité est annoncé. Tentative de meurtre et complot en vue de commettre un meurtre. Lovejoy semble abasourdi. Son visage se contorsionne d'incrédulité. Lorsque le greffier passe au verdict concernant McDavid, Lovejoy se penche sur le côté de sa chaise et semble s'évanouir. Maintenant, regardez attentivement vers la gauche et observez son corps descendre avec un bruit sourd. Nous, le jury de la cause susmentionnée, déclarons l'accusé Walden K. McDavid coupable du crime de conspiration en vue de commettre un meurtre. Très bien, nous allons devoir faire une pause. La salle d'audience a été envahie par le chaos, tandis que le personnel d'urgence se précipitait à son secours. Le juge Sim von Kalinowski a ordonné l'évacuation de la salle d'audience pour permettre aux professionnels de la santé de s'occuper de Madame Lovejoy. Pendant ce temps, un huissier a menotté McDavid, qui était assis à quelques mètres de là, attendant son propre sort. Environ une demi-heure plus tard, la salle d'audience s'est à nouveau réunie. Le verdict pour McDavid a été lu. Coupable de tentative de meurtre et de complot en vue de commettre un meurtre. Le poids des verdicts de culpabilité pesait lourd dans l'air, alors que la réalité de leur crime s'imposait à Lovejoy et à McDavid. La décision du jury a provoqué une onde de choc dans la salle d'audience et dans l'ensemble de la communauté. Lovejoy et McDavid, qui espéraient une issue différente, sont maintenant confrontés à la dure réalité de leurs actes. Les conséquences de leur choix changeront à jamais le cours de leur vie. Le juge Sim von Kalinowski a donné le coup de grâce. Lovejoy a été condamné à une peine de 26 ans à perpétuité, tandis que McDavid a été condamné à une peine de 50 ans à perpétuité. La sévérité des peines reflète la gravité des crimes commis. Kentucky. Bienvenue dans ce palais de justice du Kentucky, où nous allons découvrir les crimes et le châtiment de Susan Kraft, une femme de Louisville dont les actes ont plongé ses voisins dans la peur. Elle a été condamnée pour 3 chefs d'accusation de méfaits criminels et 3 chefs d'accusation de harcèlement de communication. C'était un quartier paisible dans la subdivision Lake Forest à East Louisville, où les familles vivaient harmonieusement jusqu'à ce qu'un couple devienne la cible d'une vague inquiétante de racisme et de haine. Michaela et Connie Pineda, un couple interracial, se sont retrouvés au centre d'une série de crimes choquants qui ont changé leur vie à jamais. Tout a commencé de manière assez innocente, lorsque les Pineda ont signalé à la police que leur entrée avait été barbouillée d'insultes racistes et de croix gammées. Le choc et l'incrédulité qu'ils ont ressentis n'ont été qu'amplifiés lorsque les images de surveillance ont révélé l'impensable. Leur voisine, Susan Kraft, a été prise en flagrant délit, en train de peindre à la bombe ces messages haineux sur leur propriété. Les preuves étaient indéniables et Susan Kraft a été rapidement inculpée de méfaits criminels et de harcèlement. Mais personne ne se doutait que ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Le vandalisme s'est poursuivi et s'est transformé en une terrifiante campagne de haine et d'intimidation. Les Pinedas ont commencé à recevoir des lettres de menaces, remplies de messages violents et racistes. Chaque lettre était plus inquiétante que la précédente, et le couple craignait constamment pour sa sécurité. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Les agissements de Madame Kraft ont pris une tournure sinistre lorsqu'elle a violé une ordonnance de non-contact, tourmentant encore davantage les Pineda et faisant fi de la loi. Versant de la litière pour chats dans leur fontaine, plaçant des objets sur leur pelouse, Kraft semblait déterminé à faire de leur vie un véritable cauchemar. Les Pinedas, se sentant impuissants et cherchant désespérément à obtenir justice, ont décidé de prendre les choses en main.
Ils ont intenté un procès à M. Kraft et à l'association des propriétaires, alléguant que M. Kraft les avait confrontés à plusieurs reprises à des insultes racistes, créant ainsi un climat d'hostilité et de peur. Les Pinedas étaient déterminés à lutter contre la haine et le sectarisme auxquels ils étaient confrontés, quel qu'en soit le prix. Alors que les Pinedas travaillaient sans relâche avec les forces de l'ordre et les procureurs, la véritable portée des actions de Kraft a été révélée. Il a été révélé que la propre fille de Kraft avait également tenu des propos racistes à l'encontre des Pinedas, ajoutant une nouvelle couche de douleur et de souffrance à une situation déjà insupportable. Le courage et la résilience des Pineda face à une telle haine sont une source d'inspiration pour tous ceux qui ont été victimes d'actes similaires de sectarisme. Leur histoire est un rappel glaçant de la profondeur de la cruauté humaine, mais aussi de la force de ceux qui refusent d'être réduits au silence. Alors que les Pineda se battaient pour retrouver leur sentiment de sécurité, les rouages de la justice ont commencé à tourner. Susan Kraft, l'auteur de ces actes odieux, allait bientôt devoir faire face aux conséquences de ces actes. Les crimes de Susan Kraft n'ont pas été pris à la légère par le système judiciaire. Elle a été inculpée de 5 chefs d'accusation pour avoir envoyé des communications menaçantes aux Pineda, chaque lettre étant remplie d'insultes racistes et de balles. Les preuves contre elle étaient accablantes et ne laissaient que peu de place au doute. Malgré les preuves accablantes, Kraft a maintenu son innocence. Êtes-vous innocente? Oui, je suis innocente. À la manière d'une Karen, elle a également affirmé que ce n'était pas elle qui apparaissait sur la vidéo de surveillance. Est-ce que c'est vous sur la vidéo? Non. Est-ce que c'est proche de vous sur la vidéo? Non. La gravité des actes de Kraft n'est pas passée inaperçue aux yeux des autorités. Elle avait déjà été accusée de méfaits criminels et de harcèlement à l'encontre des mêmes voisins, et maintenant, ces crimes étaient révélés au grand jour devant un tribunal. La tension règne dans la salle d'audience, tandis que l'accusation présente son dossier, soulignant la nature inquiétante des menaces proférées par Mme Kraft et l'impact qu'elles ont eu sur la vie des Pinedas. La défense, quant à elle, a tenté de minimiser la gravité des crimes, mais ces arguments sont tombés dans l'oreille d'un sourd. Le juge, conscient de la gravité de la situation, a rendu un verdict qui a fait l'effet d'une onde de choc dans la salle d'audience. Susan Kraft a été reconnue coupable de tous les chefs d'accusation et condamnée à 9 ans de prison. La sentence a apporté un sentiment de soulagement aux Pineda, qui avaient enduré une douleur et une souffrance inimaginables de la part de leurs voisines. C'était une petite victoire dans leur quête de justice, une lueur d'espoir qu'ils pourraient enfin commencer à reconstruire leur vie. La nouvelle de la condamnation de M. Kraft a eu des répercussions au-delà des murs de la salle d'audience. Kristen Clark, procureur général adjoint de la division des droits civils du ministère de la Justice, a condamné les actes de Susan Kraft, soulignant que les menaces violentes fondées sur la race n'ont pas leur place dans une société civilisée. La condamnation de Susan Kraft nous rappelle avec force que la haine et le sectarisme ne seront pas tolérés. Elle envoie un message aux autres personnes qui pourraient nourrir des intentions similaires, à savoir que leurs actes auront des conséquences graves. Si vous avez apprécié cette vidéo, jetez un œil à nos autres superbes vidéos de procès sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.